a plus de 11 ans d'expérience dans le management de ressources humaines et l'accompagnement des entreprises en développement lorsqu'elle est propulsée à la tête de l'ADPME. Entendez par là l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises sénégalaises. C'est une véritable patriote, une femme militante, une femme engagée, une femme inspirante qui nous fait l'honneur d'être notre invitée aujourd'hui. Chers internautes, bonjour et bienvenue dans La Plateforme, le podcast nouvelle version, épisode 12. Je suis enchantée de recevoir aujourd'hui Madame Marie-Rose Faye, ici au sein de l'ADPME. Bonjour Madame Marie-Rose. Bonjour Sophia. Comment ça va? Très très bien. Merci de l'honneur vraiment de nous recevoir aujourd'hui et de nous donner l'opportunité en tant que jeune entrepreneur de venir échanger un peu avec toi, avec quelqu'un qui est à la tête d'une structure aussi importante que l'ADPME. Mais c'est un plaisir de vous recevoir parce que l'ADPME, c'est avant tout la maison des entrepreneurs, donc vous y êtes chez vous et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on parlera aussi d'entrepreneuriat. Parfait. Abdoulaye, je ne t'ai pas oublié. Il fallait que je la salue d'abord. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comment vas-tu, mon cher chroniqueur? Mais écoute, moi ça va comme d'habitude, mais tu nous as oublié le fameux Hello Hello My People. Hello Hello my people. toujours. Écoute, pareil, ravi d'être avec vous ici à la maison des entrepreneurs. Donc je me sens à la maison. J'ai même aujourd'hui un coussin qui est agréablement, en plus qui a été fait local. Absolument. C'est bien ça. Absolument. Donc dédicace au porteur du projet. Eh oui. C'est important quand ce qui est là reflète un peu la vision qu'on essaie de mener. En parlant de vision, Marie-Rose, j'aimerais vraiment, avant qu'on entre dans le vif du sujet de l'entrepreneuriat, que vous nous parliez un peu de votre expérience, de votre parcours, de tout ce que vous avez fait, parce que vous en avez fait des choses. Vous avez un beau parcours, un parcours qui est inspirant, je pense, pour beaucoup de jeunes femmes. Donc, comment a commencé tout cela? Bon, alors moi je suis jeune sénégalaise qui est née ici à Dakar. On commence par le début? Oui, le début du commencement, toujours. Alors, donc moi je suis née à HLM Fass, rue 22, c'est là où étaient mes parents à l'époque. Et ensuite j'ai grandi entre HLM Fass, rue 22 et j'ai commencé ma primaire à l'école Sainte-Thérèse de Grand Dakar, justement. J'ai été jusqu'au CE2 et donc mes parents ont déménagé aux HLM Grand Yoff et donc c'est là que j'ai poursuivi un peu, je dirais, mon enfance. Donc j'ai intégré l'école Les Pédagogues des HLM Grand Yoff où j'ai eu mon CFE, entrée en 6e. Ensuite, je suis allée au SEM de Grand Yoff où j'ai fait mes études secondaires. Ensuite, je suis allée à Galandou Diouf pendant 2 ans pour ma seconde et ma première. Ensuite, j'ai bouclé la boucle de la terminale au lycée Seydou Nourou Tall, c'est là où j'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller faire une expérience en France, donc je suis allée faire mes études. Donc j'ai intégré l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où j'ai fait tout mon parcours quasi universitaire, de la licence 1 au master 1 en administration économique et sociale, avec une spécialisation ressources humaines. Ensuite, j'ai fait un master 2 donc en management des ressources humaines en double diplôme à l'ISFOGEP. Donc c'était une école spécialisée en ressources humaines, et à l'ESSEC, donc un double diplôme ESSEC ISFOGEP. Et donc c'est là où j'ai eu mon diplôme de master 2. J'ai tout de suite commencé à travailler, toujours en France. Donc dans un cabinet de manager de ressources humaines, chargé de recruter des managers et des managers de transition dans tous les domaines. Donc moi j'ai commencé dans le secteur de la santé, où donc j'ai accompagné des groupes de cliniques privées, des hôpitaux, à recruter des managers, donc des managers d'hôpitaux, des médecins spécialistes,
entre autres. Donc j'ai fait là-bas quelques années et très rapidement j'ai intégré un groupe donc, de cliniques privées donc, qui faisait partie de nos clients et qui a souhaité que je les rejoigne pour créer en interne justement un service pour le recrutement justement de leurs médecins et de leurs managers. Donc c'est là où j'ai rejoint donc, ce groupe qui a très rapidement grandi parce que le secteur était en pleine mutation. Donc il y a eu plusieurs fusions-acquisitions, donc le groupe a très vite grandi et donc l'équipe s'est aussi agrandie. Donc je suis passée d'une seule personne, ensuite on a été une dizaine de personnes. Donc moi j'étais finalement chargée donc, de piloter donc, l'activité sur tout le territoire français. Donc c'était un groupe qui avait à peu près 200 cliniques dans la gestion, donc beaucoup de recrutement notamment à faire par ailleurs et beaucoup de développement d'activités. Donc après cet épisode très très riche, j'ai avec un ancien d'ailleurs de cette boîte, nous nous sommes lancés dans un nouveau challenge qui était justement de créer un groupe mais spécialisé un peu sur la radiologie, des groupes de centres d'imagerie. Et on s'est lancé et 2 mois après, la Covid est arrivée. Donc moi, je devais rejoindre, parce que lui, il avait déjà commencé. Moi, je devais rejoindre la boîte juste un peu après. Et je pense que j'ai fini mon préavis chez Elsan, je pense fin mars. Et enfin, le 27 mars, le 30 ou quelque chose comme ça, on a été confinés, quoi. Wow. Donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai passé 2-3 mois où on n'a pas pu vraiment travailler. Et puis comme c'était une activité en plus en démarrage, donc c'était assez difficile de tout faire à distance. Mais c'était assez challengeant. Et donc 2 mois après aussi, il m'est arrivé un fait un peu qui a complètement, je dirais, fait basculer ma vie. Parce que mon père est décédé durant le Covid, durant la période du Covid. Et c'était un peu compliqué parce que j'étais en France, lui il est décédé ici au Sénégal. Je n'avais pas la possibilité de venir parce que c'était le confinement. Donc ça a été une période assez difficile, assez compliquée. Je n'ai pu revenir qu'en juillet-août, je pense. C'était déjà il y a un petit moment. Quand je suis revenue, voilà, j'ai senti le besoin peut-être de revenir me ressourcer chez moi, prendre soin de ma famille, me rapprocher de ma famille. Je me suis dit oui, c'est bien d'avoir de bonnes positions, d'avoir une logique carrière. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais besoin de revenir à mes sources. Ouais. Et donc, j'ai décidé donc, de tout abandonner en France et de revenir. Alors, c'est un coup de tête, ce n'est pas un coup de tête parce que j'ai quand même un peu préparé les choses. C'est allé très vite, mais j'ai essayé quand même de préparer à minima les choses. J'avais eu la chance, dans mon parcours, de n'avoir jamais eu de difficulté à trouver du travail. Donc ça m'avait permis aussi d'avoir très rapidement de bonnes positions sur le plan professionnel. Et donc j'avais beaucoup de connaissances, beaucoup de réseaux. Et donc j'avais justement dans mon réseau un prestataire avec qui j'avais travaillé durant mon parcours, qui était aussi qui était une société, une agence de recrutement spécialisée donc, dans le recrutement de santé, mais aussi dans d'autres secteurs, et qui se trouvaient être des Sénégalais aussi. Donc, avec qui j'avais pu d'ailleurs avoir d'autres relations, parce que dans le cadre de mon engagement politique, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé, dans le cadre de mon engagement politique par ailleurs, on s'est rencontrés, on a sympathisé, et quand je rentrais, eux, ils avaient déjà pris
l'initiative de venir s'installer ici au Sénégal et de développer l'activité ici au Sénégal, dans la sous-région même, je dirais, au-delà de l'activité qu'ils avaient déjà en France et en Europe plus globalement. Donc quand j'ai évoqué l'idée de revenir au Sénégal, ils m'ont tout de suite proposé de les aider, en tout cas dans cette nouvelle aventure que j'ai acceptée aussi, parce que j'avais aussi la possibilité de continuer mon travail à distance, mais comme je l'ai expliqué, j'avais besoin de revenir, de me positionner, d'être là. d'être dans un cadre familial sur lequel je n'avais pas besoin de penser à un autre engagement. Donc j'ai accepté de les aider, donc je suis arrivée avec un emploi, je veux dire, c'était assez préparé. Donc je suis venue en août. En janvier, j'étais là pour commencer. Et donc, parallèlement, naturellement, je m'étais engagée dans la politique. Parce que quand j'étais en France aussi, vous savez, quand on est dans la diaspora, on se rend compte, en fait, de toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Oui. Et on se rend en même temps compte de toutes les limites qu'on a chez nous. Et j'avais besoin de me rendre beaucoup plus utile par rapport à ma société, par rapport à mon pays, au-delà de ce que je pouvais apporter personnellement. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait vraiment apporter de la valeur ajoutée à mon pays. J'ai pensé à faire de l'associatif, j'en ai fait, mais je voulais quelque chose de beaucoup plus impactant, là où je pourrais vraiment apporter, faire compter mes positions, etc. Et pour moi, c'était la politique qui était en tout cas plus à même de porter cette ambition. Et donc, je ne voulais aussi pas que ce soit juste de l'engagement politique, je voulais que ce soit quelque chose qui réponde vraiment à mes valeurs, à ma vision des choses et à mon envie aussi d'apporter quelque chose au pays. Donc, j'ai regardé un peu dans le landerneau politique ce qu'il y avait. J'ai pris mon temps. Et donc d'un coup, j'ai entendu un certain monsieur qui s'appelait, il s'appelle toujours, Ousmane Sonko, Oui. donc, qui avait un langage très franc, très cash, et qui disait tout ce que moi je pensais dans mon petit salon bordelais, et parisien d'abord, et ensuite bordelais. Je me suis dit, mais en fait, on a la même façon de penser, quoi. Et c'est tout heureux d'avoir quelqu'un qui l'exprime de manière publique. Il faut absolument que je m'approche de ce monsieur. Et donc j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai regardé un peu le parti PASTEF. Et donc j'ai vu un numéro de téléphone s'afficher que j'ai appelé. Il se trouvait être Ousmane Abdoulaye Barrow, qui est aujourd'hui le chef de cabinet du président de la République, qui m'a accueilli. Je lui ai dit, bon, je suis en France, j'ai envie d'adhérer au parti, ou au moins déjà d'en savoir plus, parce que je ne voulais pas non plus y entrer sans aventure, à l'aventure comme ça, il fallait que ce soit du concret. Je m'étais dit, voilà, si de premier abord ça ne marche pas, je lâcherai. Donc il me dit, si vous êtes en France, je vous donne un contact. Donc il m'a transmis un contact qui était en France et qui se trouvait être Birom Oloba, qui est aujourd'hui le directeur général du BOSC. Ouais. Quand je l'ai eu au téléphone, on a passé quasi 2 heures de temps. Waouh. C'était la première fois, on ne se connaissait pas, mais en fait, on se parlait comme si on se connaissait depuis très longtemps parce qu'on avait les mêmes idées, on avait les mêmes ambitions pour notre pays et je me suis dit, c'était le bon choix. Ça, c'est le bon choix parce que d'emblée, j'étais avec des gens qui partageaient avec moi la même vision. Et c'est comme ça que ça s'est poursuivi, cet engagement, avec des gens qui sont devenus ma famille, avec qui j'ai partagé des moments très très forts, parce qu'à l'époque, c'était quand même 2016-2017, on ne connaissait pas du tout PASTEF. C'était le début. On ne connaissait absolument pas Ousmane Sonko. Donc dans les activités qu'on a menées, c'était dans le dur. C'était vraiment dans le dur parce que c'était encore un petit groupe d'une dizaine de personnes en France.
que j'ai rejoint et qui se battait tous les jours pour faire connaître ce parti. Moi, sur ce passage-là, quand j'ai adhéré à PASTEF, j'étais à Paris. Mais tout de suite, 2 mois après, j'étais en fait délocalisée entre guillemets à Bordeaux parce que mon siège professionnel était finalement basé à Bordeaux. Et donc, arrivé à Bordeaux, il n'y avait rien de structuré. Il y avait Fallou Diakhaté qui était à l'époque, qui pilotait un peu toutes les activités au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et qui se trouvait être en Dordogne. Je dis OK, donc j'ai créé la cellule de Bordeaux. On a essayé de dynamiser tout ça. Ensuite, on a dynamisé la section Nouvelle-Aquitaine. Et tout s'est lancé, comme ça. Et c'était des moments, disons, très, très impactants pour moi dans ma carrière, parce que ça m'a appris aussi énormément. La politique, moi, m'a appris énormément dans mon parcours professionnel, parce que ça m'a permis de grandir, ça m'a permis très rapidement aussi de gérer des gens, de pouvoir travailler dans des situations compliquées et difficiles. Et ça m'a facilité énormément de choses. Ça ne veut pas dire que c'était facile. C'était une expérience très, très enrichissante parce qu'il fallait être très ingénieux, parce que travailler pour des ambitions, pour une vision que personne ne connaissait forcément, qu'il fallait transmettre, il fallait beaucoup de passion, il fallait beaucoup de sacrifices. Donc on y a passé des nuits et des jours. Des fois, on a beaucoup délaissé notre travail. Et quand à la fin du mois aussi, on avait la paye, ça y passait aussi. Donc, c'était beaucoup de moments très, très forts, avec des gens aussi qui étaient aussi passionnés, sinon plus que moi. Je me souvenais que les rendez-vous des Sénégalais étaient pour nous vraiment les rendez-vous à ne pas rater pour faire notre propagande, entre guillemets. Donc les concerts de Bercy, de Youssou N'Dour, par exemple, quand les gens se préparaient pour être beaux et assister au concert, nous on se préparait d'attaque pour faire notre propagande. Donc ça, c'est c'est des moments comme ça qu'on a passé. On passait des heures à débattre avec les Sénégalais qu'on rencontrait. On allait les chercher partout. Et donc, on a fait ça. On a structuré aussi le parti en France avec une coordination qui a été quand même une des coordinations les plus en vue dans la diaspora. Lors de la tournée notamment du président Ousmane Sonko en 2018, il a fait son passage à Paris. Et j'avoue que la coordination a quand même réussi en coup de maître. Avec un meeting d'anthologie où on a pu rassembler près de 5000 personnes, je me semble, dans la salle de Pullman, complètement surréaliste parce que quelques jours avant, je peux vous assurer que ce n'était pas forcément quelque chose qu'on aurait pensé d'aussi grande réussite parce qu'on avait beaucoup de difficultés à rassembler du monde autour de PASTEF. Donc ça a été le début aussi de beaucoup de choses pour le parti. Donc on s'est lancé sur une structuration de la coordination en France en mettant en place notamment le mouvement des cadres du parti qui a été le premier mouvement des cadres de la diaspora que j'ai dirigé, que j'ai eu la chance de diriger quand on l'a lancé, avec quelqu'un comme Birom qui a toujours été un mentor finalement pour moi, puisque c'est lui qui m'a accueilli dans le parti. Donc on a fait énormément de choses dans le parti en France, et puis quand je suis revenue, du Sénégal, donc j'ai démissionné de mes prérogatives, je dirais pas des postes, parce que je ne veux pas dire le mot poste, mais en tout cas des missions qui m'étaient allouées dans le parti à Paris. Et donc je suis revenue ici. Et je vous avoue que quand je revenais,
C'était plus dans l'optique d'un peu m'assagir. Ok. Je n'avais pas pris... Militante. Ah oui, Ah oui, oui, ben, ça se sent, ça se sent, dans hein. le parcours, on J'étais, sent la bien militante. Non, j'étais très, très engagée. J'étais très, très engagée parce que c'était un choix que j'avais fait. J'avais envie d'apporter quelque chose à mon pays et donc j'y suis vraiment allée à fond. Donc on a fait, comme j'ai dit, je n'entre pas dans le détail, mais vous le verrez dans le parcours, on a fait énormément de choses pour le parti. Quand je suis revenue, j'étais déjà, je faisais partie de ceux qui portaient un peu le parti en France. Quand je suis revenue, comme j'ai dit, j'étais plus dans l'idée de m'assagir parce que j'avais déjà beaucoup donné pour le parti, mais c'était sans compter aussi sur... Ce qui allait venir. Voilà. Donc, en plus, moi, je suis arrivée en 2021, janvier 2021. 2 mois après, voilà, c'était pas évident à cette époque. 2 mois après, période, les choses ont complètement basculé. Oui. C'était une période où justement PASTEF montait au niveau des populations en termes de connaissances, en termes de dynamisme. Et donc j'ai intégré le mouvement des cadres ici au Sénégal avec le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui était à l'époque le président du mouvement des cadres, qui m'a d'ailleurs beaucoup accompagnée dans ce sens. Et puis le président du parti, qui est aujourd'hui le Premier ministre, m'a demandé aussi d'intégrer son cabinet à l'époque. Et donc c'est comme ça que je suis passée de s'assagir à très active encore. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc j'avais mes engagements professionnels tout en étant aussi sur cette partie politique qui s'est intensifiée, comme j'ai dit, en mars 2021, où il y a eu un peu le basculement, je dirais. Et donc jusqu'à présent, voilà, il y a eu beaucoup de remous. J'ai fait partie du cabinet pendant un moment. On a retravaillé un peu l'organisation du parti. Je suis devenue la porte-parole adjointe du parti et ce que je suis jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, très beau parcours. Très beau parcours. Moi, ce que je retiendrai, c'est la partie résilience, les sacrifices. Et l'engagement, et c'est des valeurs qu'on trouve aussi dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, absolument. Moi, derrière ce parcours-là, j'ai vu aussi l'esprit pionnière, parce que je ne sais pas s'il y avait beaucoup de femmes dans le parti, mais pour faire sa place en politique, on sait ce que c'est, c'est pas évident. C'est pas évident. Si on parle de votre rôle aujourd'hui au sein de la DPME, parce que j'aimerais voir le lien. Moi, je le fais parce que je suis un entrepreneur. On a parlé des valeurs. Avant de rentrer, on a dit qu'on était à la maison, donc je me sens à la maison. Voilà. N'est-ce pas? Et au-delà de ça, aujourd'hui, on a, au Sénégal en tout cas, et sur Dakar, un vivier énorme. Absolument. Des talents énormes. Absolument. Un panorama vraiment dense d'organismes qui accompagnent, financent, conseillent, orientent. Mais la DPME tire son épingle du jeu et a une spécificité. Je l'ai vu parce que j'ai pu échanger avec vos équipes. Mais je les vois aussi parce que ça n'arrête pas. Voilà, il y a du monde, il y a des va-et-vient et tout. On voit des enveloppes. Je me dis qu'est-ce que c'est? En fait, je leur dis mais c'est quoi ces enveloppes? C'est des billets? Non, c'est que des papiers. Voilà, c'est que des papiers. C'est des business plans. Voilà. Donc aujourd'hui, la DPME, qu'est-ce que c'est? En quoi aujourd'hui un jeune, je m'adresse, voilà, je me mets à la place de ce jeune, un jeune comme Ismaël par exemple, notre caméraman, le caméraman, donc dans l'audiovisuel, il passe petit à petit du informel au formel. Il a récemment fait les démarches pour avoir le RCCM. Il n'a pas encore les états financiers. Il commence à toucher du doigt le business plan. Et on lui présente la DPME. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer à la DPME? Alors, très très bonne question. Parce que la DPME, je trouve que c'est une agence qui n'est pas assez connue. Dans le Landerneau,
disons entrepreneuriale. Hein. Même les entrepreneurs ne connaissent pas assez bien l'ADPME. Alors moi, je suis une fan de l'ADPME, avant même d'être sa directrice. Ok. Parce Alors la que passion chez elle, c'est un moteur. Donc du coup, Il faut, Ok. c'est important. Ok. C'est important. quand on veut, normalement, on peut. Hein, Exactement. si on y met les moyens. Ouais. Et je suis un peu l'image de ça, je dirais. Ouais. Parce que dans le cadre du MONCAP, donc dans le cadre, quand on a travaillé sur le programme de 2019, Jotna, je m'étais beaucoup, enfin, j'étais la présidente de la commission commerce, entrepreneuriat et PME. Ok. Du programme. Et donc, on avait fait un diagnostic assez large du dispositif qui existait, notamment sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat et des PME. Et c'est là que j'ai connu, moi, des PME. Donc, dans les recherches, je me suis dit, mais cette agence, en fait, elle est le nœud central de notre économie. Et depuis cet épisode, j'ai toujours suivi les activités de l'ADPME, jusqu'à ce que, par coup du sort, je devienne aussi sa directrice générale. L'ADPME, c'est l'agence qui doit porter le développement des PME. C'est comme ça que je définis, et donc porter le développement de notre économie. Parce que quand on le sait, les PME représentent 99,8%. Ah oui, je vais dire presque 100%. De notre. Oui, il y a 0,2% d'entreprises qui sont considérées comme des grandes entreprises. Donc tout le reste. Elles sont sénégalaises, ces entreprises? Oui, ce sont des. On a des champions. Ce sont des entreprises. Alors voilà. Donc, de toute façon, qui sont recensées sénégalaises, sinon on ne les compte pas. Donc, les 99,8, ce sont des PME. Et des PME, quand on dit PME, ce sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 2 milliards de chiffre d'affaires. Oui. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus élevé. Oui. Je viens du Maroc. Au Maroc, ils sont à 10 milliards, 15 milliards de chiffre d'affaires. On est encore considéré comme une PME. Ici, ce n'est que 2 milliards et encore. Et donc, ces PME-là évoluent dans divers secteurs, évoluent aussi dans des économies, je dirais, différentes, puisqu'on a en effet ceux qui sont formels, donc ceux qui sont comptabilisés avec une information visible et disponible, et ceux dont on n'a pas assez d'informations et qu'on ne maîtrise pas suffisamment, ce sont les entreprises de l'économie informelle. Et donc aujourd'hui, l'ADPME est donc chargée d'accompagner ces entreprises-là pour qu'elles puissent d'abord, pour ce qui est de l'économie informelle, puissent être formelles. En tout cas, qu'on puisse moderniser ce secteur-là et qu'elle puisse donner l'information aux différentes parties prenantes qui va leur permettre de se développer et aussi d'acquérir de nouveaux marchés. Et donc, toutes les autres PME, de pouvoir se développer, d'avoir de la productivité et d'être plus compétitifs. C'est ça le rôle de l'ADPME. Et partant de ce principe, nous, on va agir sur tous les volets techniques qui vont permettre à l'entreprise d'atteindre cet objectif. Donc, en ce sens, nous, on est spécialisé sur l'assistance technique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne donne pas de financement. On va agir sur l'efficacité du financement. On va permettre à l'entreprise de se structurer, d'avoir les bases avec notamment déjà une formalisation. Et quand on parle de formalisation, ce n'est pas seulement la phase création administrative qu'on va faire avec le NINEA, l'acquisition du NINEA et du registre de commerce, donc l'immatriculation. Ensuite, il faut structurer avec une comptabilité. Il faut pouvoir avoir, comme vous l'avez dit, des états financiers. Il faut avoir de la traçabilité avec soit un compte bancaire ou un wallet qui permet d'avoir une visibilité sur les transactions de l'entreprise. Il faut avoir une protection sociale pour soi et pour ses salariés.
pouvoir avoir toutes les autorisations aussi nécessaires pour pouvoir exercer son activité. Donc, nous, on va accompagner l'entreprise sur ces aspects-là. Ensuite, on va pouvoir accompagner l'entreprise sur sa phase maintenant d'organisation et de compétences. Donc, on va essayer de voir avec l'entreprise tout ce dont elle a besoin pour accroître ses compétences, donc la formation de ses équipes. Mais avant la formation de ces équipes, la capacité managériale du promoteur. Est-ce que le promoteur a les capacités techniques mais aussi managériales qui lui permettent de piloter son entreprise? Si ce n'est pas le cas, on l'accompagne à l'acquérir ou on lui propose un schéma qui va lui permettre d'avoir, en tout cas en interne, les compétences nécessaires qui vont lui permettre de porter son entreprise. Et ensuite, on va lui permettre aussi d'avoir un plan de développement de son entreprise, parce que l'entreprise, ça doit se projeter, ça doit avoir des objectifs. Et donc, il faut pouvoir avoir un plan de développement de l'entreprise et pouvoir aussi avoir les outils nécessaires qui doivent permettre à l'entreprise, du coup, de pouvoir être productive, de pouvoir être compétitive, entre autres. Et ça, c'est tout ce qui va être de la transformation aussi digitale et technologique. Donc, on va lui permettre d'acquérir ces différents outils qui vont lui permettre d'évoluer. Mais on va lui permettre aussi de l'accompagner dans l'accès au marché, de trouver de nouveaux marchés avec de la prospection, de la visibilité, de pouvoir faire des benchmarks pour voir les opportunités de marché qui pourraient s'ouvrir à elle, mais aussi de la mettre en réseau pour lui permettre de pouvoir avoir des partenaires avec qui travailler, des investisseurs aussi, pourquoi pas. Et donc, partant de là, on va aussi l'aider dans le financement de son entreprise. Et dans le financement, nous, comme je l'ai dit, on ne va pas financer, on va l'aider à... en fait, on va l'aider à être éligible au financement. Vous allez bonifier son Exactement. projet. On va travailler sur tout ce qui va faire que quand quelqu'un voudra financer, ce sera facile pour lui de le faire parce qu'il aura toute l'information nécessaire. Et tout ça, c'est gratuit? Parce que Ismaël, il n'a pas d'argent. Bonne question. Ismaël n'a pas d'argent. Il pose les vraies Quand questions. vous dites Dara, comment on dit Dara? Il n'a rien. Ben, mais il a du talent. Tout à fait. Ah, comment ça se passe pour Ismaël? Absolument. S'il avait quelque chose, il n'aurait pas besoin de nous. C'est ça. N'est-ce pas? S'il avait les moyens, il n'aurait pas besoin de nous. Nous, on est une agence publique, donc une agence de service public. Donc, nous, on fonctionne sur la base de subventions. Donc, quand on rencontre l'entreprise et qu'on fait le diagnostic un peu de ses besoins, on va établir avec elle un plan d'accompagnement sur lequel on va définir les actions prioritaires sur lesquelles on va l'accompagner. Alors, peut-être qu'on ne peut pas prendre en charge l'ensemble des besoins qui seront identifiés, mais au moins, on prendra les plus urgentes, les plus prioritaires. Les plus prioritaires. Et partant de là, on va accorder une subvention à cette entreprise qui peut être différenciée. Mais aujourd'hui, on est sur une subvention de 75% de l'accompagnement. Donc, quand l'accompagnement, on a défini les différentes activités à faire, l'ADPME va prendre en charge 75% de ces activités et l'entreprise mettra 25%. L'idée, c'est aussi qu'on ne fasse pas tout, Bien sûr. parce que c'est avant tout l'entreprise qui entame ces changements pour pouvoir être compétitive. Donc, l'idée, c'est qu'elle mette un petit ticket et que nous, on pousse derrière pour que ça puisse quand même aller au bout. Moi, j'ai une question à Abdoulaye pour rebondir un peu sur tout ce que tu as demandé. Connaissant et maîtrisant bien l'écosystème entrepreneurial sénégalais, Marie-Rose, si je devais vous demander, c'est quoi le principal problème? Parce qu'on a des jeunes entrepreneurs, comme dit Abdoulaye. Où est-ce que le bas blesse? Est-ce que c'est la connaissance même de tout ce que vous dites, la paperasse
qu'on appelle la paperasse? Est-ce qu'ils maîtrisent les documents qui doivent être là? Est-ce que c'est le fonctionnement? Est-ce que c'est en termes de recherche même de financement? Est-ce que c'est voilà, ne pas savoir où aller? Parce qu'il y en a, comme vous dites, la DPME est une entreprise qui est censée les aider. Est-ce qu'ils sont au courant de tout ce qu'il faut fournir? Où est-ce que le bas blesse? On a l'impression qu'il y a... Alors, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses et qui va toucher en fait plusieurs points. Je dirais que nous, on a un entrepreneuriat dominé par l'entrepreneuriat de subsistance, qui ne vise pas forcément à créer des champions, mais qui vise avant tout à survivre. Et donc, partant de ce principe-là, disons, les préalables de l'entrepreneuriat ne sont pas toujours respectés, parce qu'on y va avant tout pour vivre, c'est la survie. Pour vivre, tout simplement. C'est la survie. Donc, et quand on veut vivre, on y va, quoi. Et donc, ça fait que derrière, il y a beaucoup de choses qui auraient dû être prises en compte dans le cadre de ce parcours entrepreneurial et qui n'est pas forcément prise en compte. Et quand on va arriver à un seuil critique, où là, on a eu une activité parce qu'on va avoir deux modèles. Ceux qui vont rester sur l'entrepreneuriat de subsistance et qui ne vont pas forcément évoluer, qui ne vont pas se développer, qui vont être vraiment en phase stagnante. C'est essentiellement le secteur, l'économie informelle, où on n'a pas cette... disons, ce parcours évolutif où on va aller vers autre chose. Où on a finalement d'autres qui vont créer leurs entreprises et qui va être dans une lancée un peu positive et qui va évoluer. Arriver à un moment où on ne peut plus, on est arrivé à un seuil où on a besoin d'ouvrir, d'accéder à des marchés, de pouvoir avoir du financement pour pouvoir se développer. Et là, tous les préalables qu'on aurait dû avoir et qu'on n'a pas eu va nous retomber dessus. Parce que quand on va vouloir avoir du financement, on va nous demander plein d'informations qu'on n'aura pas accumulées au fil des années. Et donc, ça va être difficile derrière de nous faire confiance parce qu'on ne sait pas si l'activité est sécurisée ou pas. Ça, c'est un vrai problème aujourd'hui quand on parle d'accès au financement. Les banques ne financent pas assez aujourd'hui l'économie, notamment les PME, parce que c'est risqué. C'est connoté comme étant très très risqué. Aujourd'hui, on est à moins de 10% sur... c'est terrible. C'est terrible. Parce que les chiffres aussi ne montent pas à moins de 10%. Moi, je vais rebondir sur ça, sur l'entrepreneuriat, il est présent ici. C'est-à-dire que, ok, justement, encore une fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs. J'ai compris que le formel, c'était la majorité, qu'on était sur l'entrepreneuriat de subsistance. J'ai bien aimé ce mot-là, de subsistance. C'est vrai que les gens, ils n'ont pas le choix que d'entreprendre. Et d'ailleurs, c'est pas aussi mauvais que ça. Non. Parce qu'ils peuvent rester chez eux ou faire des larcins. Maintenant, moi, ce qui va pouvoir aussi m'intéresser, peut-être les auditeurs, c'est aujourd'hui, la DPME peut, dans son accompagnement, prendre en compte ceux qui ont besoin, dès le démarrage, d'être, on va dire, coachés. Est-ce que cette partie-là, elle fait partie de votre accompagnement? Alors, je m'adresse surtout aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent. Je crois que c'est 7 sur 10. Hein. Ah oui, sur 10 ici, les femmes sont des entrepreneurs nés, c'est clair. C'est Jigen. Donc, c'est woman power. Woman power, ouais, tout à fait. Alors, c'est très important ce point-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'ADPME n'a pas les capacités d'accompagner quelqu'un qui n'a pas encore d'entreprise, quelqu'un qui est encore un porteur de projet et qui n'est pas assez, disons, mûr pour aller vers l'entrepreneuriat. Il y a d'autres structures qui sont plus à même de les accompagner. Nous, on va accompagner quelqu'un qui a déjà démarré quelque chose, ou en tout cas qui est très avancé dans la structuration de son projet. Et donc, partant de là, l'idée, ce sera de faire les jalons, disons, pas à pas, pour arriver à un certain objectif qu'on sera défini en commun. Vous parliez des femmes.
Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les femmes sont les premiers entrepreneurs de ce pays. Et de plus en plus, vous voyez des programmes d'ailleurs spécifiques qui sont dédiés aux femmes. Parce qu'on a démontré qu'aujourd'hui, une PME féminine a beaucoup plus d'impact sur la société qu'une PME d'hommes. Ouais, je comprends. Non, je comprends. Non, en fait, là, on parle de substance. circonstances. C'est assez concret. Et donc, partant de là, en effet, il y a vraiment ce volet très important d'accompagner les femmes dans l'autonomisation. Et surtout, quand on le prend aujourd'hui sur l'inclusivité, on va en parler rapidement. Aujourd'hui, on est... et ce qu'on disait surtout, pourquoi les gens ne connaissent pas, parce qu'au-delà aussi des entreprises, il y a le dispositif aussi qui est là et qui n'est peut-être pas forcément assez lisible pour que les gens puissent savoir concrètement là où il faut aller. Qu'est-ce qu'offre la DPME? Qu'est-ce que je vais aller chercher à l'ADER? Qu'est-ce que je vais aller chercher au BMN? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Donc, il y a beaucoup quand même d'agences, de structures qui évoluent dans l'écosystème entrepreneurial. Je pense qu'il y a lieu, et c'est le sujet d'ailleurs qui a été déjà développé par le gouvernement sur la rationalisation du dispositif d'appui, ou au moins, en tout cas, quelque chose d'assez clair, de plus clair sur le parcours entrepreneurial, que les rôles soient beaucoup plus définis. Beaucoup plus clairs, beaucoup plus simples pour l'entrepreneur. Et partant de là, je pense que ce sera beaucoup plus efficace, selon le niveau où on est en tant qu'entrepreneur, de savoir que notre interlocuteur, c'est telle agence ou telle structure, et quand cette agence ou cette structure aura terminé, entre guillemets, son travail, on pourra passer du coup par une autre structure qui fera ensuite le reste. Donc avoir en tout cas de la fluidité, une continuité, tout un processus. Une continuité dans le parcours sera beaucoup plus bénéfique, je pense, pour nos PME. C'est très important et merci pour toutes ces précisions, Marie-Rose, pour que les gens comprennent un petit peu comment fonctionne la DPME, parce que je pense que c'est ça le but. On arrive à la fin de l'émission. Je vais te demander de donner tes mots de la fin très rapidement avec 2 questions. La première question, c'est l'avenir de la DPME. Où est-ce que vous voyez, en tant qu'aujourd'hui directrice étant à la tête de la DPME, où est-ce que vous souhaitez amener la DPME dans les prochaines années? Et une dernière question qui est très très importante pour moi, message de la fin pour les femmes, parce que Abdoulaye l'a touché tout à l'heure. Les femmes dans notre pays et en Afrique ont souvent cette peur d'engagement, cette peur du quand dira-t-on si je m'engage, cette peur de quand dira-t-on si je prends la parole, si je vais faire ça, si je prends ma place tout simplement. Quel est le message que vous pouvez leur laisser? Voilà, les 2 dernières questions. Merci Sophia, 2 questions très très importantes. Alors sur la première, aujourd'hui je pense qu'en termes de dispositifs, il est clair que tout simplement ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de pouvoir, disons, apporter en termes de vision des choses très très claires. Nous, depuis que je suis arrivée, mon obsession, je dirais, c'était de clarifier l'offre de services de la DPME. Nous avons travaillé sur un nouveau business model. Nous avons travaillé sur un nouveau plan stratégique que nous allons d'ailleurs présenter très bientôt sur 2 volets. Concrètement et de manière très pragmatique, la DPME a envie de créer des champions. Je veux qu'à la fin de ce mandat, on puisse dire qu'on a créé X champions. Deuxièmement, on veut être des acteurs qui bonifient l'écosystème. Donc on va accompagner l'ensemble du dispositif entrepreneurial pour qu'ils soient performants dans leur mission respective. Donc en termes d'ambition, la DPME est claire. C'est clair. Donc champion et bonifié, donc Parfait. le dispositif de l'écosystème. Parfait. Pour ce qui est des femmes, je pense que on ne peut dire qu'une seule chose. La voie du salut, c'est de pouvoir apporter de la valeur ajoutée. La femme, par essence, est celle qui apporte de la valeur ajoutée partout où elle est. Et donc, qu'elle puisse entreprendre
ne peut être que bénéfique. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle au sein de l'ADPME, on a développé un concept qui s'appelle We for Linguère et qui est spécifiquement dédié à la valorisation des initiatives des femmes et de permettre en fait, disons, un bloc de tous les partenaires techniques et financiers que nous avons autour vraiment de cette ambition. Machallah, c'est génial. clair et net. Là, j'en vraiment. ai Les larmes aux yeux. Ouais, parce que, en fait, en vous écoutant, par rapport au sport, parce que moi je suis dans le sport, on a échangé, j'ai pris le parti d'offrir un documentaire qui retrace les 50 ans du basketball ici au Sénégal et surtout des lionnes du basket. Absolument. Vous avez cumulé plus de 12 titres et la plupart des femmes sont ici. Et on est en train de mettre en place ce qu'on appelle les legacy camps. C'est-à-dire que c'est des camps d'entraînement pour les jeunes filles, pour l'empowerment des jeunes filles, où il y a le volet un peu transmission. J'aimerais que vous les rencontriez. Avec plaisir. On va faire ça. On va faire ça hors caméra. Il nous faut plus de modèles. C'est ça, c'est le but. J'aimerais ça. On va faire ça, Abdoulaye, promis. Alors, merci beaucoup, Marie-Rose, pour ce privilège, parce qu'on se sent vraiment privilégié d'avoir découvert Marie-Rose, et je suis sûre que nos internautes aussi, et d'avoir vraiment eu la vision claire, pragmatique et simple de l'ADPME pour les prochaines années. Chers internautes, c'était un plaisir de vous présenter ce nouvel épisode de la plateforme de podcast Nouvelle Version avec Madame Marie-Rose Faye à la tête de l'ADPME. C'était vraiment un épisode pour vous, chers entrepreneurs. Nous sommes contents d'avoir été reçus ici et nous vous promettons de faire beaucoup d'autres épisodes dans cette lancée pour vous inspirer et vous accompagner. Je suis Sophia Ba et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de la plateforme. À très bientôt.